Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Retour à l'Assemblée. Cela devait arriver, ça aura lieu cet après-midi à 13h30 à l'Assemblée nationale. Le débat suivi du vote de 2 motions de censure déposées vendredi par la France insoumise et par le Rassemblement national. Objectif, renverser le gouvernement de Gabriel Attal au nom des finances publiques, au nom des 20 milliards d'économies prévues sans consulter le Parlement. Bonjour Isabelle Tisse-Saint-Jean. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Sorbonne Paris-Nord. Le contrôle du budget, dites-nous, c'est une prérogative essentielle du Parlement? Oui, absolument. C'est c'est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, dans les articles 13, 14 et 15, qui affirment le fait que la nation, par sa représentation parlementaire, a le droit de consentir les impôts, d'en constater la nécessité et d'en suivre l'emploi, ainsi que de demander des comptes à son administration. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le fonctionnement de la démocratie. Et donc il y a toute une série de procédures qui font que le Parlement doit jouer un rôle absolument essentiel. Alors évidemment, on est dans la 5e, donc on va y revenir, il y a évidemment des moyens pour un gouvernement de contournement, mais là, on est dans quelque chose quand même d'assez inédit, je vais dire ça comme ça. Et vous l'avez dit, il y a des procédures très clairement fixées pour le contrôle de ce budget. Le calendrier est très précisément fixé. Chaque mois d'octobre, on vote à l'Assemblée nationale puis au Sénat le projet de loi de finances initiale qui fixe le budget de l'année à venir. En fin d'année, en miroir, il y a normalement une loi de règlement qui arrête les comptes déjà à la fin de l'année 2023. L'adoption de la loi de finances initiale s'est faite dans la douleur, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Oui, alors elle s'est faite avec, tout le monde en a entendu parler, les fameux 49.3. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, faute de trouver une majorité, puisque même, donc avant que le texte passe dans l'hémicycle, il y a des discussions en commission, notamment dans la commission des finances, et la commission des finances avait voté contre. En fait, donc il y avait déjà eu quand même une grosse alerte. Bon, et de toute façon, le gouvernement n'a pas la majorité pour faire passer ce texte, donc il use et il abuse des 49.3. Donc le texte était passé par des 49.3. Et puis, donc il y a eu un épisode, je ne veux pas être trop longue et rentrer trop dans les détails, mais il y a eu un épisode de rectification budgétaire des hypothèses de croissance, du poids du déficit, et donc le gouvernement, en cours d'année, a décidé de changer profondément la trajectoire budgétaire. C'est assez intéressant cette correction, parce que c'est en effet au mois de février que Bruno Le Maire annonce qu'il avait fait un budget avec une prévision d'1,4 point de croissance et que finalement il la corrige à 1, ce qui reste assez optimiste. C'est courant que des gouvernements surestiment un peu la croissance et qu'ils la rectifient en cours. À ce point-là, non. C'est souvent la prévision en économie est difficile et quasiment impossible même. Donc on peut pas reprocher à un gouvernement de faire un peu des erreurs. Là, il s'est quand même beaucoup trompé. Alors c'est vrai qu'on est dans une période d'incertitude très forte, mais il y a tout un débat sur le fait qu'il aurait retenu une information parce qu'il y a eu une note des services de Bercy qu'il a eu sur son bureau, et en fait il a déposé le texte, la discussion au Parlement à la fin de l'année. Là c'est fait alors qu'il avait déjà cette information que la croissance serait pas celle sur laquelle il a construit son budget. Donc il y a en ce moment une commission d'enquête au Sénat et à l'Assemblée nationale sur l'insincérité du gouvernement. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé, donc il y a cet épisode-là, mais il y a surtout ensuite 2 choses. Donc il passe un décret d'annulation de crédit. C'est ça, il décide de 10 milliards d'économies. Donc à faire c'est tout à de suite. fait. Alors c'est absolument dans la loi, enfin dans la Constitution, et il respecte absolument la loi dite loi organique, la LOLF, qui régit toutes ces règles de vote du budget. Donc il est tout à fait dans les cordes, mais sauf qu'on n'a quand même jamais vu, il faut remonter à 2000 pour voir un décret d'annulation de ce niveau, de 10 milliards. Et puis là, il y a des annonces de ce qu'on appelle un surgel. Alors c'est compliqué, si vous me laissez le temps, je le développerai tout à l'heure, mais un surgel de 10 milliards, donc ça fait 20 milliards, normalement,
La pratique veut qu'on passe des lois de finances dites rectificatives. Il y a plusieurs types de lois de finances et il y en a qu'on appelle les lois de finances rectificatives, qui sont tout à fait d'usage, qui sont liées en particulier à des périodes de forte crise ou de fort bouleversement pour permettre, quand il y a une modification de la trajectoire, au Parlement de jouer pleinement son rôle. Et en fait, c'est là-dessus. Ne dit pas si on a le droit à un décret d'annulation ou à quel moment il faut passer avec un projet de loi de finances rectificative. Ça, c'est pas tranché dans l'organisation des finances publiques ? Non, le gouvernement ne se mettra pas en dehors de la Constitution en faisant ça. Il ira pas à l'encontre. C'est une pratique. C'est une pratique, sauf qu'il utilise quand même la pratique jusqu'au bout, dans une cinquième qui est quand même déjà quand même assez autoritaire, qui minore le rôle du Parlement. Et surtout dans un moment où on est dans une situation très très compliquée, et donc on a absolument besoin de débats sur ces questions-là. Il y a des enjeux très forts de choix de politique économique et le gouvernement doit accepter de mener le débat face à la représentation parlementaire. Parce que sinon, d'une certaine manière, il passe en force. Alors, il passe pas en force de manière anticonstitutionnelle, mais il passe en force politiquement. Et ça, moi, je pense que c'est une vraie erreur, parce qu'on a besoin, dans un moment comme ça, vraiment de discuter sur le fond, d'échanger les arguments sur la trajectoire budgétaire, sur la dette, sur le déficit, sur les dépenses publiques, lesquelles, les impôts. Enfin, il faut qu'on discute de tout ça, quoi. Et on peut pas avoir, juste un ministre de l'économie qui dit j'ai sauvé la France, les entreprises, là c'est pas possible. Et je comprends du coup le dépôt de motion des parlementaires. Moi ma question c'est pourquoi les dépose-t-il ces deux motions de censure, celle de la France Insoumise et celle du Rassemblement National, maintenant, puisque les événements, les décrets d'annulation, les 10 milliards d'économies, la révision de la croissance, tout ça, ça a eu lieu février, puis avril pour les 10 milliards de surgel sur les réserves des ministères et sur les collectivités. Pourquoi c'est maintenant qu'arrivent ces motions de censure ? Alors, il y a eu un débat fin avril sur un autre texte qui en fait donne les trajectoires de manière pluriannuelle. C'est pas une loi de finances, c'est un autre type de texte. Passons. Et à l'occasion de ce débat, le bruit du surgel arrivait, de ces 10 milliards en plus. Les 10 milliards d'annulation par décret étaient déjà passés, mais là, il y avait le bruit de 10 milliards en plus. Et à ce moment-là, les parlementaires et l'ensemble de l'opposition a réclamé de manière extrêmement forte donc une loi de finances rectificative. Et effectivement, il y a des groupes qui ont posé un ultimatum. Donc la France Insoumise, le Rassemblement National ont posé un ultimatum en disant écoutez, si dans un mois il n'y a pas un débat qui est organisé, si vous ne déposez pas une loi de finances rectificative, nous, on déposera une motion de censure. Alors, une motion de censure qui est ce qu'on appelle les motions spontanées ou offensives et qui vise à provoquer le débat parlementaire. Donc, c'est ce qui a été annoncé, c'est ce qu'ils font. L'ensemble, sur la motion de la LFI, l'ensemble de la gauche va la voter. Mais la chance qu'elle passe, la chance qu'elle passe est très faible. Il y en a eu une qui a été votée dans l'histoire. Très bien. Et d'ailleurs, les Républicains se réservent pour l'examen du prochain budget à l'automne. Merci beaucoup, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Merci de ces explications. Je rappelle que vous êtes professeure d'économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci. Merci.